Donc je donne la parole à Samuel. Je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir ce matin nous parler donc des problèmes d'allergie au pollen et nous dire comment les choses évoluent. Et le constat, il n'est pas hyper favorable, si je puis dire, Samuel. Je vous donne la parole. Merci, Samuel. Merci pour l'invitation à cette matinale. Donc j'étais là pour la 11e matinale et je reviens pour la 13e. Je suis très content d'être là et de pouvoir vous parler un peu des pollens. Alors je vais revenir juste au début. Hop, voilà. Bon, là, c'était juste la diapo d'introduction. Ici, on a 4 beaux pollens. Vous les avez là au milieu. 4 pollens différents. Vous voyez qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Et c'est comme ça qu'on arrive à les reconnaître. Hein. C'est grâce à la paroi du grain de pollen, à la forme du grain de pollen, à la taille du grain de pollen qu'on arrive à les identifier et à donner des informations, bien sûr, sur les pollens présents dans l'air. Donc là, vous avez, par exemple, le premier, c'est un pollen de bouleau. Ensuite, vous avez un pollen de graminée, un pollen d'ambroisie avec ces petits pics là qui ressemblent un peu à une framboise. Et tout le dernier, là, c'est un pollen de cyprès. Donc c'est parmi les pollens les plus allergisants, bien sûr. C'est pour ça que je les ai mis ici sur cette diapo. Un petit rappel sur ce qu'est un grain de pollen, mais tout le monde sait ce que c'est, hein, bien sûr. Hein, c'est émis par les étamines des plantes. Ça permet aux plantes de se reproduire. Il y a plusieurs types de transport du grain de pollen. Il y en a 3 principaux, je les ai listés ici. Hein. Il y a l'eau pour les plantes dites hydrophiles, hein, les insectes pour les plantes entomophiles et le vent chez les plantes anémophiles. Hein. Donc, trois vecteurs différents de transport du pollen. Mais retenez que la plupart des espèces allergisantes, c'est une pollinisation qu'on appelle entomophile, donc par le vent qui va disperser les pollens dans l'air, et donc des espèces qui vont émettre beaucoup de grains de pollen pour que la reproduction puisse avoir lieu. Ce sont des espèces qui émettent beaucoup de pollen dans l'air, et c'est ces pollens-là, malheureusement, qui vont gêner les personnes qui sont allergiques. On va parler du changement climatique, je passe là-dessus, mais il y aura quelques diapos, bien sûr, là-dessus. Les symptômes, vous les connaissez très bien, hein, surtout les médecins, et conjonctivite, rhinite, essentiellement, des cas d'asthme pour les cas les plus graves, hein, des difficultés à respirer, de la toux, et puis l'urticaire, eczéma, mais c'est quand même beaucoup plus rare dans le cas des pollens, mais ça peut arriver. Et puis des complications, hein, bien sûr, avec une restriction des activités courantes, un absentéisme scolaire, professionnel, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, une altération de la vigilance, puis d'autres phénomènes infectieux. Donc en gros, vous voyez que c'est vraiment une qualité de vie entière qui est affectée par les pollens, hein, pour ceux qui sont allergiques au pollen. Et nous, notre mission au RNSA, on est une petite association, un modeste, avec juste un coordinateur, 2 ingénieurs, quelques centres d'analyse. Donc c'est Michel Thibaudon, pour ceux qui le connaissent, qui a créé le réseau, hein, qui était à l'Institut Pasteur à Paris, qui a démarré un petit laboratoire là-bas dans les années 70-80, et ensuite, dans les années 90, il a créé le réseau national de surveillance aérobiologique pour mesurer les pollens à l'échelle nationale, hein, de toute la France. Et ce réseau se base sur, en fait, 3 réseaux. Vous voyez ici les cartes. Hein. C'est un trépied. À la fois, on a un réseau de capteurs, donc c'est le plus gros réseau. Hein. Vous voyez l'image, le réseau de capteurs. On a des capteurs dans 80 villes de France. On aimerait en avoir encore plus, mais malheureusement, bien sûr, il faut des financements pour pouvoir installer des capteurs. Et puis, c'est souvent avec les partenariats des villes. Donc, on a mis surtout dans les grandes villes où il y a le plus d'habitants et donc là où il y a le plus d'allergiques. Ensuite, on a le réseau de médecins sentinelles qui nous aident beaucoup, hein, donc des médecins qui nous font remonter l'information, les symptômes qu'ils observent chez leurs patients, qui nous permettent vraiment d'adapter nos risques d'allergie, nos prévisions. Donc, on a tout un réseau de médecins dans les grandes villes aussi qui nous font remonter l'information, qui nous remplissent chaque semaine un petit bulletin clinique qui nous aide. Hein. Ça leur prend 5 minutes à remplir, mais nous, c'est très précieux pour nous aider justement à adapter nos prévisions. Et puis, un réseau de botanistes. Alors là, c'est des observateurs sur le terrain dans les parcs et jardins de France qui observent la floraison des espèces, qui nous font remonter telle espèce est en floraison, telle espèce a fini sa floraison. Donc voilà, 3 réseaux dans notre réseau. Et là, vous avez l'image d'un capteur de pollen. Pour ceux qui n'ont jamais vu, qui voulaient voir à quoi ressemble un capteur de pollen, ce sont des capteurs de type Hirst avec une pompe aspirante qui aspire l'air à l'intérieur, avec une girouette, vous voyez, qui permet d'orienter le capteur face au vent. Et on a calibré le capteur pour qu'il simule la respiration d'un être humain. Donc, il est calibré à 10 litres d'air par minute. C'est à peu près l'air que nous respirons. Et donc, on a une petite ouverture à l'entrée du capteur qui permet ensuite aux particules vraiment de s'imprégner
impactés à l'intérieur sur une petite bande collante qu'on récupère chaque semaine. Et après, bien sûr, on fait l'analyse en laboratoire et par microscopie optique, on arrive à compter les pollens et reconnaître les pollens présents dans l'air. Donc, vous voyez qu'il y a plus de 400 stations en Europe, 400 capteurs de pollen de ce type-là. En France, comme je l'ai dit, on en a un peu plus de 80. Et il y a une norme européenne qui normalise ces capteurs. Donc, c'est pour ça que c'est un capteur qui est validé, homologué. Actuellement, il y a plein de micro-capteurs de partout qui démarrent. Il y a de nouveaux capteurs automatiques qui prennent le pas aussi des capteurs traditionnels. Mais pour l'instant, c'est beaucoup en phase de test et ça n'a pas encore été validé. Donc là, je précise que ça, c'est le capteur qui est validé avec une norme européenne qui reconnaît ce capteur et les mesures qui sont faites et qui normalise un peu toutes les mesures qui sont faites en Europe. Et il y a une autre norme qui est en cours sur justement les capteurs en temps réel automatiques, où notamment nos amis suisses sont bien avancés là-dessus, des capteurs qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui sont prometteurs aussi parce qu'ils donnent des informations encore plus en temps réel. Ici, on a les principales saisons, même si avec le changement climatique, ce qu'on observe, c'est des saisons qui s'allongent, qui sont décalées. Pour certaines espèces qui commencent plus tôt, j'en parlerai tout à l'heure justement de ce décalage, de ce qu'on observe avec le changement climatique. Mais retenez qu'il y a 3 grandes saisons. La saison des arbres qui est en général de janvier à mai à peu près. On retrouve dans cette saison le bouleau qui fleurit en avril, aulne et noisetier qui sont les premiers à fleurir dès le début de l'année, dès le mois de janvier, même cette année. Déjà en décembre, fin décembre, on en a vu beaucoup. Martino, tu n'es pas encore là, mais elle pourra confirmer à Strasbourg, on avait des grandes quantités fin décembre avec un temps très doux qu'on a eu l'an dernier, qui a favorisé vraiment l'explosion de la floraison précoce des noisetiers. Noisetiers, ils fleuraient plutôt en général en janvier, voire février, et rarement en décembre. Et là, déjà fin décembre, sur le capteur de Strasbourg qu'on avait démarré plus tôt, on a eu des grosses quantités de pollen sur ce capteur-là. Platane, frêne, olivier, voilà, d'autres arbres allergisants, vous les avez ici. Ensuite, après les arbres, on a la saison des graminées. Alors là, beaucoup de personnes sont allergiques aussi au pollen des graminées, donc ce ne sont pas des arbres, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un graminé. Donc les graminées, ce sont des herbacées que l'on voit le long des routes, dans les champs, sur certains ronds-points, parfois dans nos parcs et jardins aussi. Et donc malheureusement, ces graminées, la plupart, une grande majorité des graminées est allergisante et ont un pollen qui va vraiment gêner fortement les allergiques, surtout sur la période mai-juillet, même si déjà en été, on a encore des fois en août des pollens de graminées, ça continue encore même en septembre avec le temps qu'on a eu cette année. Mais la principale période, c'est mai-juillet avec un pic en général début juin chaque année. Ensuite, on a la saison des herbacées pour terminer. Avec là, on retrouve plantain, armoise, ambroisie. L'ambroisie qui est plutôt localisée le long de la vallée du Rhône, mais on va voir qu'elle gagne du terrain aussi dans tout le pays. Et puis la pariétaire aussi. Ici, je mis quelques cartes, mais pour vous dire qu'il y a une localisation, il y a des risques différents en fonction de si on se situe dans le nord de la France, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud. Ce n'est pas les mêmes pollens qui vont gêner les allergiques. Par exemple, si on prend l'exemple de l'olivier et du cyprès, c'est surtout autour de la Méditerranée qu'on en a et que les allergiques vont être gênés par ces pollens-là. On a peu d'allergiques à l'olivier à Paris. Par contre, si on prend d'autres espèces, le bouleau, c'est plutôt le nord de la France qui va être touché. Et là, on va être beaucoup plus gêné dans le nord du pays et beaucoup moins autour de la Méditerranée pour le bouleau, par exemple. Les graminées, comme j'ai dit, c'est surtout le long de la vallée du Rhône qu'on va en retrouver le plus. Pour l'ambroisie, l'ambroisie, c'est le long de la vallée du Rhône qu'on va en retrouver le plus. Et il y a d'autres espèces qui touchent toute la France. Bon, les graminées, on en a partout. Noisetiers, aulnes aussi, frênes, voilà, c'est des espèces qu'on retrouve dans tout le pays. Je montre 2 calendriers pour justement confirmer ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes espèces qui vont gêner les allergiques, donc c'est des calendriers qu'on fait chaque année par ville où on a un capteur de pollen, donc c'est intéressant de voir l'évolution. Quand c'est vert, c'est un risque faible, quand c'est jaune, c'est un risque modéré, et quand c'est rouge, là, c'est un risque très fort pour les personnes qui sont allergiques. Donc là, on prend l'exemple d'un site du sud, Avignon, et puis juste après, je montrerai Paris pour voir la différence entre les deux. Donc à Avignon, c'est surtout le cyprès qui va gêner fortement les allergiques sur plusieurs semaines, voire mois, de janvier à peu près à fin mars, même cette année, il y avait encore début avril, les allergiques vont être gênés par ces pollens de la famille des cupressacées, notamment cyprès, genevrier, thuya qui font partie de cette famille-là. Ensuite, on a un peu de chêne en avril-mai, les platanes aussi, bien sûr, mais vous voyez que c'est court, la floraison du platane, c'est intense, il y en a beaucoup à Avignon, dans certaines villes de France, il y en a vraiment beaucoup des platanes, des pollens de platane, mais c'est une saison qui est assez courte, une période qui est courte, là c'est en mars, avril,
ville. Et puis les graminées, bien sûr, qu'on retrouve dans toute la France, donc forcément, il y en a à Avignon. Et puis l'ambroisie aussi, vous voyez, plutôt en fin d'été, hein, août-septembre, qui va gêner les allergiques. À Avignon, c'est un endroit où il y a beaucoup de pollen d'ambroisie. Si on regarde Paris, eh ben, ambroisie, il n'y en a pas. Pas vraiment. Il y a quelques grains parfois qui arrivent sur les capteurs quand il y a du vent du sud, mais c'est quand même assez rare. On n'a pas vraiment de plants d'ambroisie par ici. On en a très très peu, comparé en tout cas à la vallée du Rhône. Par contre, on a d'autres espèces, le bouleau par exemple, qui ne gênait pas du tout les allergiques à Avignon. Là, à Paris, il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par ces pollens de bouleau. Noisetier aulne aussi, bien sûr. Et puis les graminées aussi, bien sûr, qui sont très présents sur la période de mai à juillet à peu près. Donc nous, on essaye d'informer au mieux les allergiques, voilà, via plusieurs moyens. Il y a notre site internet pollen.fr que tout le monde doit connaître, hein, où vous retrouvez toutes les informations, les cartes de risque par espèce, la carte de vigilance sur la page principale qu'on essaye de mettre à jour très régulièrement. Donc plusieurs fois par semaine, on essaye d'actualiser cette carte avec les départements qui changent de couleur en fonction des niveaux de risque. Et on peut se balader sur le département en question et voir les pollens et les niveaux de risque pour les pollens en question. On fait aussi quelques cartes de modélisation où là, c'est des cartes de prévision pour les jours à venir sur les principaux pollens. Donc on ne fait pas ça sur tous les pollens, mais on fait ça en tout cas pour bouleau, cyprès, ambroisie notamment et graminées. Et puis bien sûr des communiqués de presse, des passages à la télé. Donc voilà, c'est très localisé. Les passages à la télé, en fait, les journalistes, ils vont bien sûr sur notre site aussi, mais dès qu'ils voient que d'un seul coup la carte se colore en rouge, qu'il y a beaucoup plus de départements en rouge, tac, ils appellent pour faire un reportage, ils viennent. Donc souvent on a un pic fin février quand il y a les cyprès. En avril, bien sûr, quand il y a les bouleaux, on a un pic de passage à la télé et d'interviews. Et puis après, en mai-juin, bien sûr, pour les graminées. Et plus localement, en août, pour l'ambroisie. Mais voilà, c'est très localisé, les passages à la télé et les interviews auprès des radios pour parler des pollens. C'est quand vraiment il y a beaucoup de pollen et que la carte se colore en rouge. Et puis, on essaye d'afficher justement ces risques par API ou par widget, on appelle ça. Mais en fait, c'est des moyens de diffuser ces risques d'allergie pour les communes, pour qu'elles puissent les afficher sur leur écran, comme on l'a dit, comme l'a dit Fabien précédemment. C'est pas nouveau, mais voilà, on essaye de se moderniser et d'essayer de fournir au mieux l'information et puis bien sûr les réseaux sociaux. Je passe là-dessus l'îlot de chaleur, vous connaissez, mais dire qu'un arbre en ville, ça a un effet positif, on est tous d'accord. Ça a un effet d'ombrage, ça réduit le rayonnement absorbé, ça modifie l'écoulement de l'air, l'évapotranspiration, c'est très bien. Et puis ça a un effet de bien-être. Certains arbres, pas tous, hein, mais absorbent les polluants gazeux et particuliers, donc ça c'est le bonus. Ça a un effet de bien-être, hein, comme je l'ai dit, mais attention, point de vigilance, ne plantons pas des espèces qui sont toxiques ou allergisantes en ville. Choisissons bien les espèces et du coup on a fait un guide justement sur la végétation en ville pour recommander les espèces qu'il faut planter et faire un point de vigilance sur les espèces qu'il ne faut pas planter en ville. Donc c'est un guide qui est là pour tous les gestionnaires d'espaces verts, hein, les paysagistes notamment, pour qu'ils puissent prendre en compte cette composante santé dans le choix et l'entretien des espèces végétales en milieu urbain et périurbain. On a vu trop d'erreurs, malheureusement, par le passé, de jardiniers, de paysagistes, d'urbanistes qui ont tout un quartier, qui ont mis, par exemple, que des bouleaux ou des rangées de graminées en disant « mais c'est super, ces petites herbes-là, on va en mettre plein ». Et en fait, voilà, les allergiques autour souffrent et sont vraiment gênés par ces pollens. Donc voilà, on a ce guide qui permet justement d'avoir des conseils. Donc vous le trouvez sur Google, hein, vous tapez végétation en ville, vous le trouvez, c'est un très bon guide qui a été fait il y a quelques années, mais qu'on essaye de mettre à jour aussi régulièrement. Vous avez peut-être entendu parler aussi de cet arrêté, de ce décret qui date de 2020-2021 pour l'arrêté, le communiqué de presse, qui précise justement les espèces qui sont toxiques ou qui ont un risque pour la santé humaine, risque d'allergie ou risque en les touchant ou en les ingérant. Donc il y a un site qui existe qui s'appelle planterisque.info. Et puis il y a une obligation du coup d'étiquetage pour les vendeurs de végétaux pour mettre cette affiche et préciser en tout cas sur les végétaux allergisants ou toxiques, attention, mettre la mention que certains végétaux sont à risque pour la santé humaine et celui-ci en fait partie. Donc là, on a toute la liste justement d'espèces qui ont des risques en cas d'ingestion, en cas d'allergie respiratoire ou en cas de contact. Et vous pourrez retrouver toutes ces espèces donc, sur le site plante-risque.info. Le but, c'est vraiment d'informer au maximum le grand public. Et vraiment, c'est une avancée. Avant, ça n'existait pas du tout, cela. Et c'est vraiment depuis pas longtemps, vous voyez, depuis 2021, que vraiment, il y a cette obligation d'étiquetage. On s'est battu, on a fourni des listes et on a insisté pour qu'il y ait une obligation d'étiquetage pour ces espèces-là.
Bien sûr, il y a Réco-Santé, j'en parle juste avec une diapo, mais voilà, vous pouvez retrouver aussi sur ce site le risque allergique au pollen près de chez vous. Et il n'y a pas que les pollens sur ce site, vous retrouvez aussi la pollution, le radon et plein d'autres choses sur ce site, les risques météo aussi. Donc vous pouvez retrouver sur ce site. Pollen et pollution ne font pas bon ménage, on est d'accord. Et là, vous avez le triangle dangereux. Bon, les flèches ne sont pas bien mises, Joanne, mais pollen, pollution, santé. En fait, il y a un lien très fort entre ces trois-là. Les polluants, j'ai mis la liste ici, ils agissent en fragilisant l'appareil respiratoire. Ils agissent sur la structure des grains de pollen. Ils déforment le grain de pollen. Vous voyez ici 2 images de grains de pollen. Alors, c'est un pollen de bouleau ici. Donc, un pollen de bouleau à gauche à la campagne et puis un pollen de bouleau en ville où vous voyez qu'il est complètement abîmé, déformé, attaqué par les particules fines aussi. Et donc, la paroi va se rompre plus facilement et va libérer plus de protéines allergisantes. Il y a pas mal d'études qui montrent cela, que quand il y a un pic de pollution, vraiment l'allergénicité des grains de pollen augmente. Donc, ça ne fait pas bon ménage. Quand il y a pollen, pollution, ça ne fait pas bon ménage. Et c'est pour ça que, justement, Fabien pourra mieux en parler encore que moi, mais il y a un avis avec des recommandations qui vont paraître dans quelques semaines, justement, qui prennent en compte les pollens, la pollution et même les pics de chaleur, pics de canicule, et du coup les recommandations associées à ces trois-là, qui va paraître tout prochainement. Mais voilà, du coup, nous, on essaye de donner de l'information et surtout de dire aux allergiques, attention, quand il y a un pic de pollution, vous risquez d'être beaucoup plus gêné, d'avoir vos voies respiratoires fragilisées, les pollens vont rentrer plus profondément, vous allez être beaucoup plus gêné par des plus faibles quantités de pollen. Donc, point de vigilance pour les allergiques, surtout qui vivent en ville et qui peuvent être gênés par les pics de pollution et du coup avoir une exacerbation de leurs symptômes liés au pollen dans ces pics de pollution. Les bons gestes à adopter, bon voilà, vous les retrouvez aussi sur notre site, bien sûr, vous les connaissez, vous les avez entendus parler, on les répète, se rincer les cheveux, aérer son logement le matin tôt, le soir tard parce qu'il y a moins de pollen, éviter de faire sécher son linge à l'extérieur, fermer les fenêtres en voiture pour éviter qu'elle ne rentre dans l'habitacle, voilà, donc plein de petits conseils qu'on donne pour les allergiques. Alors on leur dit ça ne réduit pas tous les symptômes, mais ça permet quand même de limiter les forts symptômes, d'être moins gêné, surtout de limiter l'exposition au pollen, d'être moins exposé au pollen. Et bien sûr, avec le Covid, on a vu l'apparition du masque aussi. Et il y a pas mal d'études qui montrent quand même que le port du masque, ça réduit quand même les forts symptômes. Ça élimine pas tous les symptômes, mais ça quand même réduit les forts symptômes. Donc on encourage bien sûr les allergiques aussi à porter un masque en cas de pic de pollen. Et on va terminer là-dessus, sur l'impact du changement climatique sur les pollens et la végétation. Je montre un peu ce graphique barbare, juste pour vous dire que les plantes, les espèces ont besoin d'une période d'accumulation, on va dire, de froid, qu'on appelle le chilling. En ce moment, on vient d'entrer dans le chilling. Il a tardé à venir, parce que normalement, le chilling, il arrive plutôt en septembre. Et là, on voit que le chilling, il est arrivé plutôt mi-octobre. On a eu des températures qui ont enfin commencé à baisser en France. Mais voilà, les plantes, les arbres ont besoin de cette période de chilling, de froid. Donc ça, c'est surtout en hiver. Et puis après, à la fin de l'hiver, du forcing, l'accumulation de chaud au début du printemps. Et c'est ce mélange de ces deux-là qui va faire que les bourgeons vont petit à petit grandir et puis arriver à éclater, à être matures, à être mûrs et à libérer les pollens. Donc retenez bien que c'est ces deux éléments-là qui sont importants. Et on voit un décalage, malheureusement, du chilling et du forcing avec c'était un chilling et un forcing qui étaient un peu raccourcis avant 2003. Et puis depuis 2003, on a des automnes et débuts d'hiver de plus en plus doux, des fins d'hiver plutôt froides. Donc en fait, les arbres, les espèces, elles sont un peu perturbées, elles ne savent plus trop quoi faire. Donc des fois, on a des espèces, au lieu de fleurir plus tôt, qui fleurissent plus tard, d'autres qui fleurissent... Enfin, tout est complètement décalé. Et on va parler de cela justement ici. Donc ici, je vous montre juste la plus longue série phénologique qui est réalisée à Genève, sur le marronnier de Genève. Et donc, c'est la plus longue série phénologique de tous les temps. Et elle a commencé en 1800. Et depuis 1800, chaque année, il mesure l'apparition donc du premier bourgeon sur le marronnier de Genève. Bon, entre-temps, le marronnier, il est mort et on a appris un autre marronnier à côté. Mais en tout cas, c'était sur la même place, c'est au même endroit. Et on a cette série qui montre bien la diminution, les dates qui sont de plus en plus précoces. Le marronnier, dans les années 2000, il arrivait, les premiers bourgeons arrivaient déjà au mois de février, alors que d'habitude, c'est plus en mars, avril. Fin mars, c'est une période habituelle pour le bourgeon, l'éclosion du premier bourgeon de ce marronnier. Et puis, depuis 2002-2003, justement, on a une
inversion. Et pour l'instant, on repart un petit peu vers la hausse. Donc, on repart un petit peu vers le mois de mars. En tout cas, l'an dernier, de mémoire, c'était vers le 12-13 mars que le bourgeon, premier bourgeon a éclos. Et donc, nous, on a étudié pas le marronnier, mais le bouleau. On a fait une étude sur le bouleau parce que c'est une espèce qui a un potentiel allergisant élevé, bien sûr, qui est présente sur une grande partie du territoire. C'est un arbre, voilà, on a pris 6 villes qui ont bien fonctionné, c'est-à-dire qui ont un capteur de pollen qui fonctionne depuis plus de 30 ans et avec des données fiables, donc des données intéressantes pour étudier. Donc, vous les avez ici, les villes. Alors, dans ces villes-là, il y en a 5, vous les voyez, celles plutôt du nord-est, qui sont des villes où il y a beaucoup de bouleau. Et puis, on a pris Toulouse comme ville témoin, parce qu'à Toulouse, il n'y a pas vraiment de bouleau, il n'y a pas vraiment de pollen de bouleau, mais on voulait quand même prendre une ville un peu plus du sud pour voir s'il y avait des différences. On a choisi la période juillet à juin pour cette étude. Donc, c'était une étude qui avait été demandée par l'ONERC, qui est l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique, qui nous a demandé de faire cette étude. Et moi, quand j'ai débarqué au RNSA il y a 10 ans, ça a été mon premier travail. On m'a tout de suite lancé dessus. On m'a dit, mais toi, tu as fait un master sur le climat, l'environnement, tu t'intéresses au changement climatique. Eh ben, tu vas travailler sur cette étude-là, sur le bouleau et sur justement l'impact du changement climatique sur les pollens de bouleau. Donc, on a choisi justement cette période de juillet à juin parce que c'est la période où on a déjà les premiers chatons qui apparaissent l'année précédente et bien sûr les chatons de bouleau qui libèrent leur pollen au mois d'avril. Vous les avez à droite ici. Et donc, on a fait cette étude et on a fait ce graphique qui montre l'évolution donc, des quantités de pollen de bouleau. C'est la courbe bleue, c'est les quantités de pollen de bouleau. Et en rouge, c'est les températures moyennes sur la même période, donc juillet de l'année précédente à juin de l'année en cours, et qui comprend bien sûr les pollens de bouleau qui sont là en avril de l'année en cours. Donc, on voit ces variations entre les années, bien sûr, en fonction des conditions météo qui jouent un grand rôle. Mais quand même, la courbe de tendance est assez significative. On voit quand même qu'on a une augmentation, malheureusement, des quantités de pollen de bouleau sur plus de 30 ans, au même rythme que les températures. On voit cette courbe des quantités qui augmente au même rythme que les températures. Et c'est ce qu'on observe pour la plupart des espèces, c'est une production accrue, malheureusement, de pollen dans l'air. Et ça se vérifie beaucoup sur le bouleau, qui est une des espèces les plus allergisantes en Europe. On a cette phrase-là que j'ai repris de Science et Vie qui dit qu'une hausse de 1 degré de la température moyenne annuelle, ça équivaut à une translation des espèces à peu près de 200 km vers le nord et à une remontée d'environ 150 mètres en altitude. Donc vous voyez que ça fait des modifications sur la plupart des espèces. Et ici, on a 2 cartes qui montrent la migration justement des espèces du sud vers le nord à cause justement de l'augmentation des températures. On voit l'ambroisie qui était présente plutôt dans le sud du pays, surtout le long de la vallée du Rhône, qui gagne un peu plus de terrain vers le nord, même si elle n'est pas encore trop présente en Île-de-France ou dans le nord du pays, mais on la voit quand même de plus en plus gagner du terrain. Cyprès aussi, olivier, chêne, les chênes aussi qui gagnent du terrain. Si on regarde le chêne vert, justement, ici vous avez 3 cartes. Donc dans les années 2000, dans les années 2050 à gauche et dans les années 2100, c'est des prédictions qui sont faites par l'INRA, justement, des prédictions liées au changement climatique qui ont pris le scénario moyen de changement climatique, et on voit que le chêne vert donc gagnerait du terrain et dépasserait la ligne Bordeaux-Grenoble dans les années 2100 et gagnerait de plus en plus de terrain vers le nord du pays pour progresser. On le retrouverait presque dans toute la France du chêne vert en 2100. Si on prend une autre espèce, par contre ici le hêtre, lui c'est l'inverse. Alors le hêtre, il n'aime pas trop le changement climatique et du coup il souffre beaucoup de la chaleur, et c'est ce qu'on observe ici. On a aujourd'hui et puis en 2100 les prévisions pareilles de l'INRA qui font ces cartes-là, où on voit que le hêtre régresserait en 2100, on en aurait de moins en moins dans nos massifs alpins notamment. On voit que ça régresse et il résiste un petit peu quand même dans les Alpes, mais c'est le seul endroit où vraiment il résisterait. L'olivier, pareil, avec un réchauffement de 3,5, on pourrait avoir de l'olivier, je prends au conditionnel, aux portes du Luxembourg, mais il y a quand même la photopériode qui est un facteur qui limite cela et qui freine un petit peu la photopériode, c'est l'alternance jour-nuit, et cette alternance jour-nuit n'est pas la même qu'on soit au Luxembourg ou à Marseille, en fonction de la latitude, elle est différente, et donc ça freine quand même, bien sûr, la progression de l'olivier, même si avec le réchauffement, on voit des oliviers qui supportent beaucoup plus les températures qu'on a,
endroits, même dans l'Ouest, même en Île-de-France, on peut avoir des oliviers qui peuvent pousser sur les balcons, même si c'est pas leur climat favori. Ici, on a une carte qui montre l'évolution. Vous regardez tous ces petits points qui s'animent. Ce sont les pollens d'ambroisie, donc les plants d'ambroisie. On est dans les années 2000 et ça continue de progresser. L'ambroisie progresse et gagne du terrain de plus en plus dans notre territoire. L'ambroisie qui est une plante exotique envahissante qui vient d'Amérique du Nord. Et vous voyez que dans les années 90, elle était surtout présente en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les années 2000, elle a gagné du terrain surtout le long de la Loire aussi, puis en Nouvelle-Aquitaine, dans le nord de PACA et d'Occitanie aussi, en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis actuellement, on la retrouve presque dans tout le pays. Il n'y a que le nord qui est un peu épargné, où vous voyez qu'il y a quand même moins de points. Mais globalement, c'est une espèce qui gagne du terrain lié au changement climatique, aux températures qu'elle affectionne. Et du coup, elle a trouvé des conditions favorables à son développement dans d'autres régions et pas seulement malheureusement en Auvergne-Rhône-Alpes, sachant que l'ambroisie, le pollen d'ambroisie est un des pollens les plus allergisants avec celui de graminées, cyprès, bouleaux notamment. Ici, je prends juste l'exemple de Angoulême, le résultat de nos capteurs de pollen pour l'ambroisie uniquement. Donc en rouge, c'est l'index pollinique, donc les quantités de pollen, et on voit que ça augmente au cours du temps. Et en 2022, on n'a pas encore mis 2023, mais 2022, on était au plus haut des mesures pour les pollens d'ambroisie. Vous voyez un intégral pollinique, donc une quantité de pollen sur l'année qui était pas loin des 1000, ce qui est assez impressionnant pour Angoulême. On est en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Charente, et c'est des quantités qui sont presque aussi fortes qu'à Lyon, sur notre capteur de Lyon. J'ai pas mis Lyon, mais Lyon, on est aussi dans ces niveaux-là. Donc pour vous dire que vraiment l'ambroisie, alors qu'elle était, il y a 20 ans, 10 ans, elle était très faible, on voyait qu'il y avait quelques centaines de grains. Là, elle atteint bientôt des milliers de grains de pollen par année dans l'air et des allergiques qui sont fortement gênés. Donc, grâce aux remontées des médecins sentinelles, que je remercie d'ailleurs, certains sont présents dans la salle, mais on arrive à faire justement ce qu'on appelle un index clinique qui reprend les symptômes qui sont observés par les médecins et qui calcule automatiquement cet index clinique. Et on voit que cet index clinique est bien lié avec les pollens, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, on a peu de pollen dans l'air, donc ça va, c'est encore assez faible. Puis ça va monter en puissance, surtout avec les cyprès autour de la Méditerranée, mais surtout les bouleaux, là, en bas, c'est les numéros de semaine, mais globalement, là, la semaine 13, 14, 15, là, on est au mois d'avril, donc on a un premier pic lié au pollen de bouleau. Le pic principal, c'est les pollens de graminées qui touchent toute la France et du coup, l'index clinique est très fort sur ces semaines-là, mai-juin, pour les personnes qui sont allergiques, qui sont fortement gênées. Et puis après, on a un dernier petit pic, mais qui est très localisé, donc qui est moins fort, parce que c'est un pic qui est surtout en Auvergne-Rhône-Alpes pour les pollens d'ambroisie, même si, comme vous l'avez vu, l'ambroisie gagne du terrain et malheureusement, dans les années à venir, on peut s'attendre à avoir des malades en dehors aussi d'Auvergne-Rhône-Alpes pour l'ambroisie, pour les pollens d'ambroisie. Si on regarde les quantités de pollen en France, bon, ça c'est tout pollen confondu. Tout à l'heure, vous avez vu juste les bouleaux, ça a augmenté. Mais si on prend tous les pollens, c'est pareil, ça augmente aussi. C'est la courbe bleue, l'intégrale pollinique. Donc l'ensemble des quantités de pollen en France sur nos capteurs, malheureusement, ça a tendance à augmenter avec des variations interannuelles, comme j'ai dit, liées bien sûr aux conditions météo qui jouent un grand rôle. Mais globalement, on a cette hausse. Et je finis avec cette diapo pour terminer, pour vous dire que le changement climatique, il joue un grand rôle sur les allergies et les pollens. Alors ici, on a les deux principaux facteurs qui font augmenter les quantités de pollen et puis les symptômes et tout cela. C'est la hausse des températures, j'en ai parlé, mais on a aussi la hausse des concentrations de CO2. Qui dit plus de CO2 dit que les espèces vont être un peu dopées, vont avoir une floraison qui va être augmentée. On a des études qui montrent aussi que l'augmentation des concentrations en CO2 en laboratoire, ça augmente aussi l'allergénicité des grains de pollen. Donc on a une augmentation de la croissance, la quantité de pollen et l'allergénicité, c'est ce qui est résumé à droite. À gauche, j'en ai parlé, on a une saison pollinique qui peut être active, une durée, la saison pollinique qui augmente, une allergénicité qui augmente, une modification de la distribution, on en a parlé notamment avec le chêne, les cyprès aussi, l'ambroisie bien sûr. Et puis tout cela, ça augmente la sévérité malheureusement des épisodes allergiques et la fréquence des épisodes allergiques. Donc c'est un beau résumé, ça augmente aussi le fardeau économique bien sûr, la rhinite, etc. Voilà ce que je voulais dire sur les pollens et les allergies. Merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était assez clair et je suis disponible pour répondre s'il y a des questions. Merci. Merci Samuel de cette présentation. Quand j'ai commencé à m'intéresser au pollen, et je disais tout à l'heure que dans mon laboratoire à la mairie de Paris, on avait mis avec des analystes donc le suivi des comptes polliniques.
on avait ce qu'on disait autrefois le calendrier pollinique. Et donc pour les personnes allergiques au pollen, il y avait ce calendrier pollinique qui était diffusé et qui disait, voilà, à telle période, vous allez souffrir, donc prenez vos précautions, telles que vous l'avez dit, pour se protéger, etc. Aujourd'hui, ce calendrier pollinique, il a explosé, non? Donc il faut regarder maintenant en détail les évolutions, parce que on ne sait plus à quel moment ça va démarrer, on ne sait plus combien de temps ça va durer, on ne sait pas à quel moment ça va être des comptes polliniques beaucoup plus élevés en fonction des conditions. Donc aujourd'hui, on a intérêt à suivre presque en permanence les évolutions des pollens pour pouvoir mieux se protéger, non? Oui, tout à fait, exactement. Et comme je l'ai dit, ça varie entre les années. Donc, nous, les calendriers polliniques qu'on présente, c'est toujours l'année précédente, hein, parce là, on est en train de faire les calendriers justement de l'année 2023, parce que la saison vient de se terminer. Donc là, on finalise les calendriers. Ça va être disponible en décembre. On aura les calendriers de l'année 2023 qui vont être disponibles. Mais chaque année, le mieux pour les allergiques, c'est de suivre l'évolution des risques sur le site pollen.fr. Bien sûr, il y a les calendriers qui peuvent aider, hein, qui donnent quand même une bonne approximation, même si on a un décalage parfois, mais surtout suivre l'évolution des risques sur pollen.fr. Oui. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est l'ambroisie. Ah oui. L'ambroisie, c'était aussi connu comme ayant une zone assez étroite, finalement, au niveau de la région lyonnaise, finalement, là où est le RNSA d'ailleurs. Et puis, vous avez montré cette courbe étonnante, enfin, ces points qui explosent et qui montrent l'évolution, cette fois-ci géographique, de l'ambroisie, ce qui fait que des personnes qui pouvaient échapper à l'ambroisie échappent beaucoup moins si on est en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, alors qu'autrefois, on se sentait mieux protégé de l'ambroisie quand on n'était pas dans la région lyonnaise. Oui, tout à fait. Alors l'ambroisie, vous l'avez en photo ici, hein, justement. Là, elle est en pleine floraison au mois d'août sur cette image. Donc des feuilles vertes flashy, une tige poilue, et puis les fleurs mâles au sommet qui libèrent d'énormes quantités de pollen. C'est ça le problème avec l'ambroisie, c'est les quantités de pollen. Un plant comme ça d'ambroisie, c'est des milliards de grains de pollen qui sont émis dans l'air. Donc des grosses quantités. Un plant comme ça, c'est 3000 graines après qui vont tomber au sol, qui vont être transportées par les transports de terre, qui vont être transportées par les cours d'eau, qui vont être transportés par les roues des tracteurs et qui vont gagner du terrain malheureusement et envahir malheureusement aussi d'autres régions. C'est pour ça que c'est une plante vraiment exotique, envahissante, très allergisante. Et donc, ce qu'on observe, c'est vraiment qu'elle a progressé bien sûr dans d'autres régions, mais on n'a pas encore, on a nos médecins sentinelles en Nouvelle-Aquitaine qui nous disent on fait des tests pour l'ambroisie. Pour l'instant, on n'a pas de malades. Et très peu nous disent, on a des personnes qui sont malades, ils nous disent pour l'instant, pas d'allergique au pollen d'ambroisie. Mais vu les quantités et vu que souvent il y a un petit décalage dans le temps, on se dit que dans les années à venir, c'est possible qu'ils changent leur discours et qu'ils nous disent malheureusement, on a des personnes qui deviennent allergiques, qui vont être gênées. Mais actuellement, comme je l'ai dit, c'est surtout en Auvergne-Rhône-Alpes où on a bien sûr les médecins sentinelles qui nous font remonter les symptômes liés à l'ambroisie et très peu dans les autres régions pour l'instant. Alors, ça s'enlève ces plants, non? On peut les arracher, non? Tout à fait. Le meilleur moyen, c'est de les arracher, c'est de les détruire. Alors, le mieux, c'est de mettre des gants quand même, parce que la tige est un peu poilue, il peut y avoir des phénomènes d'urticaire, hein. Donc, c'est mieux de mettre des gants, un masque quand elle est en pollen, mais le mieux, c'est de l'arracher avant la floraison. Donc, à partir du mois d'avril, elle commence à sortir de terre, on la reconnaît. Avril, mai, juin, juillet, c'est les meilleurs moments. Le meilleur moment pour l'arracher, si vous en repérez. Si c'est des trop grosses quantités, c'est-à-dire si c'est un champ entier, vous n'allez pas pouvoir tout arracher. Par contre, vous pouvez la signaler. Il y a une plateforme qui existe, Signalement Ambroisie. Hein. Il y a une plateforme qui existe pour le moustique aussi, hein, pour signaler les moustiques tigres. Mais pareil pour l'ambroisie, on peut signaler des plants d'ambroisie sur cette plateforme. Et chaque signalement qui est fait, c'est important, est transmis directement à la commune concernée qui va pouvoir engager les actions, contacter le propriétaire du terrain pour lui demander de détruire l'ambroisie au plus vite. En tout cas, il y a des arrêtés qui existent, hein, préfectoraux, qui demandent justement déjà la désignation de référents par les communes, par les mairies, de référents pour lutter contre l'ambroisie, et puis qui demandent à tout un chacun de détruire l'ambroisie. C'est de la responsabilité de tout le monde, hein, de pouvoir détruire l'ambroisie. Malheureusement, elle progresse et tout le monde ne la détruit pas, donc c'est ça le problème. Dernier petit mot, vous avez parlé de ce document du RNSA qui existe déjà depuis quelque temps, la végétation en ville. Pas d'erreur, finalement, il ne faut pas faire d'erreur. Oui. En général, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut diversifier, en fait, les espèces et pas mettre comme dans certains endroits. Mais je peux me rappeler même qu'à Lyon même,
on avait mis, je crois, des bouleaux, c'est ça, Tout en à grande fait. quantité. Et donc, évidemment, on essaye, en lisant ce livre, on voit bien l'importance de diversifier les espèces pour éviter justement d'être exposé à des grandes quantités de pollen. Exactement, c'est bien résumé. C'est ce qu'il faut faire, c'est diversifier. On n'est pas contre qu'il y ait un bouleau dans un parc, qu'il y ait des platanes, quelques platanes, voilà, c'est des espèces qui sont allergisantes. Mais s'il y en a juste quelques-uns, ça va aller. Par contre, s'il y a un parc où il y a que des bouleaux, ou que des platanes, ou que des chênes, voilà, on va dire là, c'est pas normal. Et à Lyon, c'est ce qui s'est passé malheureusement dans un très beau quartier de Lyon, nouveau quartier. Ils ont mis 400 bouleaux, 400 arbres, donc 400 bouleaux, et ils ont mis que ça. Il y a qu'une seule espèce dans ce parc, c'est que des bouleaux. Et malheureusement, c'est toutes les personnes qui sont autour, c'est en plus des logements avec des immeubles tout autour, depuis les balcons, ils sont directement gênés par ces pollens et les allergiques souffrent vraiment de cette erreur en fait de la ville de Lyon. On a contacté la ville de Lyon pour leur dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous avez mis que des bouleaux dans ce parc? Et ils nous ont dit oui, c'est un souci de communication entre les services, c'est-à-dire que le service santé de la ville, il n'a pas été consulté, parce que s'il avait été consulté, bien sûr, il aurait dit non. Ils savent très bien que les bouleaux, c'est allergisant et qu'il ne faut pas en mettre. C'est uniquement le service urbanisme de la ville qui a géré ce quartier-là, tout seul, sans consulter bien sûr d'autres services. Et le service urbanisme a dit mais c'est super, le bouleau, il a un tronc blanc, les immeubles sont blancs, ça va très bien dans ce nouveau quartier, c'est un bel arbre, il n'est pas trop cher, il résiste bien au manque d'eau, on va mettre que des bouleaux. Donc ils ont mis que des bouleaux malheureusement. Voilà. Mais maintenant ils évitent ces erreurs, ils ont compris la leçon, ils apprennent de leurs erreurs, c'est ça qui est important, c'est d'apprendre. Effectivement ce problème qui avait été constaté en plus à Lyon même. Oui. Voilà, merci beaucoup Samuel. Avec plaisir, merci. Merci. Des questions dans la salle? Oui, bien sûr, Martine. Alors attendez, je ne sais pas si Patrick, on passe les micros. Oui, très bien. Dans les différentes régions sont en charge de cette problématique. Donc, il y a des flyers, il y a des communications qui sont faites pour essayer d'endiguer, même si ça paraît difficile, le problème de l'ambroisie. Et avec les grands chantiers qu'on a eus, avec les TGV, les autoroutes, c'est clair qu'on a certainement dispersé pas mal de grains. Et c'est une plante, quand il y a des terrains vagues, qui est hyper opportuniste, donc il faut faire attention à ces terrains vagues. Voilà. Elle a atteint Strasbourg, l'ambroisie? Oui. Oui. Alors, on n'a pas beaucoup de grains, Samuel pourrait le dire, sur nos capteurs, mais on a eu des plants d'ambroisie, notamment en face du nouvel hôpital, où il y avait un espace complètement vierge, et donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Et on a eu des soucis, mais je pense que ça, tu le sais aussi, sous les mangeoires à oiseaux, parce que la nourriture pour oiseaux pouvait être, normalement ça ne devrait plus l'être, être contaminé par les plants d'ambroisie, parce que je crois que ça ressemble au tournesol. Et du coup, comme ça venait des pays de l'Est, souvent il y avait de la nourriture qui était contaminée. Et les propriétaires qui avaient ces mangeoires étaient tout contents de voir une plante qui se poussait. Et il y en a qui l'arrosaient généreusement pour qu'elle se développe. On a aussi eu dans le Haut-Rhin, chez nous, on a le Fredon qui est en charge la Brigade Verte qui est en charge de ça. Et ils ont eu une commune où sur un rond-point, un plant d'ambroisie a poussé et les agents de la commune l'ont arrosé aussi pour qu'il pousse bien. Voilà. Donc c'était un peu des couacs comme on peut avoir des fois dans les villes. Mais en fait, il faut être très vigilant sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Martine. Et c'est le problème du tournesol, juste un mot là-dessus. Tournesol et ambroisie, c'est la même famille, la famille des astéracées. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'ambroisie dans les champs de tournesol. C'est compliqué de lutter contre l'ambroisie dans les champs de tournesol. Et quand il y a justement les mélanges de graines pour oiseaux, c'est souvent des graines de tournesol. Et à l'intérieur, malheureusement, on retrouve souvent des graines d'ambroisie. C'est pour ça qu'il y a un point de vigilance sous les mangeoires à oiseaux. Si vous avez des mangeoires à oiseaux, vérifiez que sous la mangeoire, il n'y ait pas de l'ambroisie qui pousse à cause de ces graines, mélange de graines où on peut avoir de l'ambroisie malheureusement. Merci beaucoup Samuel. Pas d'autres remarques? Oui, on peut donner le micro. Marie. Merci, bonjour. Merci beaucoup pour l'intervention. C'est vraiment plus par curiosité. Vous parliez de Lyon et de l'erreur qui a été faite sur les bouleaux. Et dans ces cas-là, parce que je suppose que ce n'est pas les seuls, c'est quoi la politique? On déracine tout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Parce que quand même, pour toutes les personnes autour, ça devient problématique. Ça va être de pire en pire. Ouais.
Alors la première chose déjà, c'est de faire remonter l'information, hein. Après, c'est qu'ils réalisent le problème et qu'ils soient d'accord déjà qu'il y a un souci. Là, au début, la ville de Lyon, la première chose qu'ils nous ont dit non, mais on a acheté des bouleaux qui ne donnent pas de pollen. C'est des bouleaux qui sont certifiés sans pollen. Alors nous, on a vérifié, on a mis des capteurs de pollen dans le parc. Du coup, on a planté pas mal de petits capteurs, là, des capteurs de proximité pour vérifier si la ville disait vrai. On a dit peut-être que c'est vraiment ça, c'est des pollens, des bouleaux qui ne donnent pas qui ne fleurissent pas, qui ne donnent pas de pollen. Mais malheureusement, ce qu'on a retrouvé sur nos capteurs de pollen, c'était des grosses quantités de pollen dans l'air. Du coup, on a fait remonter l'information. Mais malheureusement, la mairie, en tout cas, n'a pas coupé ces bouleaux, hein. Ils n'ont pas détruit tous les bouleaux. Mais par contre, ils ont retenu la leçon pour d'autres parcs, d'autres endroits, pour éviter d'en planter. Mais moi, je plains vraiment les allergiques de ce quartier, ceux qui sont allergiques au bétulacées. Là, ça doit être terrible pour eux au mois d'avril avec tous ces bouleaux. Mais il y a d'autres villes où c'est arrivé, en tout cas, qui coupent les arbres. Mais c'est quand même assez rare de détruire vraiment un arbre parce qu'il donne des allergies. Très souvent, ils retiennent la leçon, ils évitent d'en replanter d'autres. Mais c'est très rare quand même de détruire complètement l'arbre. Nous, c'est ce qu'on dit dans nos recommandations. On ne dit pas détruire, raser tous les bouleaux de France, tous les platanes, mais évitons d'en planter et d'en planter surtout beaucoup, diversifions. Merci beaucoup, Samuel. Un dernier petit mot. Vous avez parlé de l'indice pollinique clinique. Alors, il faut rappeler que c'est un indice qui prend en compte évidemment les pollens, les quantités de pollen, mais aussi qui prend en compte les informations qui remontent des médecins sentinelles. Et donc, vous prenez en compte aussi l'aspect clinique pour définir cet indice pollinique, finalement. Oui, tout à fait. Alors l'indice clinique que j'ai montré là, c'est uniquement les symptômes remontés par les médecins quand on parle d'indice clinique. Par contre, quand on parle d'indice de risque d'allergie, c'est celui qu'on communique bien sûr sur notre site pollen.fr. C'est les cartes que vous voyez animées, les calendriers, tout ça. Quand on parle de risque d'allergie, d'exposition au pollen, ça c'est bien un risque qui reprend les trois cartes que j'ai montrées au début. Donc les retours des médecins, les retours du terrain des observateurs phénologiques qui observent la floraison des espèces et les résultats de nos capteurs de pollen, ces trois-là. Et en plus, on intègre la météo, je ne l'ai pas dit, mais les prévisions météo qui jouent un grand rôle parce que s'il prévoit de la pluie comme aujourd'hui, on va avoir tendance à baisser nos prévisions, nos prévisions de risque d'allergie. On va dire à Paris, aujourd'hui, le risque sera faible pour les allergiques. Par contre, s'il prévoit du soleil, du vent, des températures en hausse, et là, forcément, ça va être des éléments qui vont favoriser la floraison et puis la dispersion surtout des pollens dans l'air. Donc on va avoir tendance à augmenter nos niveaux de risque. Alors, tout petit dernier mot. En fait, vous l'avez expliqué, on mesure les pollens et le résultat est en différé, puisqu'on doit lire au microscope et donc on a un résultat un petit peu en différé. Mais vous faites des prévisions également par rapport justement à la météo et ce qu'on a trouvé. Alors, il y a des systèmes qui se sont développés ces dernières années, peut-être un dernier petit mot là-dessus, que vous utilisez aussi, c'est des capteurs de pollen, mais en continu, c'est-à-dire des lectures d'images, et non pas des lectures au laboratoire, au microscope. Que faites-vous finalement de ces informations qui sont données par ces systèmes, alors dont la fiabilité peut être un peu discutée, mais il y a des informations en continu. On peut vous dire, là, au moment même, quel est le type de pollen, la quantité de pollen qu'il y a dans l'air. Que faites-vous de ce type d'informations ? Alors justement, comme je l'ai dit, on a fait partie de la norme européenne qui est en train de normaliser ces capteurs en temps réel. Donc il y a des capteurs qui sont reconnus, qui coûtent cher, comme je l'ai dit. Donc on n'en a pas partout. On en a quelques-uns en France qu'on est en train de tester. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que c'est des capteurs qui arrivent très bien à différencier la taille, à dire ça c'est un gros pollen, ça c'est un petit pollen. Donc quand il y a des tailles de pollen bien différentes, on arrive à bien les reconnaître. Par contre, au niveau de la forme, la structure du grain et tout. Analyseur d'image. Voilà, analyseur d'image, il y a souvent des erreurs quand même. Très souvent, on a vu beaucoup d'erreurs, notamment aussi pour l'ambroisie, le capteur qui confondait l'ambroisie avec une moisissure qui est un peu similaire, qui ressemble un peu. Et donc, à chaque fois, il nous mettait ambroisie, des grosses quantités d'ambroisie. En regardant de plus près les images, on a dit, mais ça, c'est pas un pollen d'ambroisie, ça, c'est une moisissure qui ressemble à l'ambroisie, mais c'est un spore de moisissure, c'est pas un pollen d'ambroisie. Et du coup, il y a un gros travail justement pour entraîner les machines, pour reconnaître. Et pour l'instant, rien n'équivaut l'œil humain, rien n'est égal à l'œil humain pour reconnaître les pollens.
vraiment avec une formation spécifique de plusieurs semaines pour apprendre à bien reconnaître tous les pollens. Et pour l'instant, la machine encore n'est pas au niveau de l'œil humain. Mais justement, elle est en phase de test et dans les années à venir, c'est ce qui va se passer. C'est que on aura de plus en plus de ce genre de capteurs en temps réel avec des analyses d'images. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'erreurs. Et pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est en phase de test avec très peu de capteurs comme ça en France. En Suisse, ils ont déjà tout leur réseau qui est en capteur automatique en temps réel. Mais en France, on a encore les capteurs traditionnels avec, comme j'ai dit, un petit décalage de quelques jours, le temps de recevoir l'échantillon, de faire l'analyse et de donner l'information. Allez, dernière information, les journées du RNSA, c'est le 14 et 15 décembre. Voilà, 14 et 15 décembre à Nice. Voilà, c'est ça. C'est les journées scientifiques du réseau avec des intervenants sur ces 2 jours. C'est gratuit. Tout le monde peut venir. Il suffit de nous envoyer un mail pour qu'on vous envoie le formulaire d'inscription. Bon, c'est à Nice, c'est un peu loin. Mais voilà, on organise chaque année nos journées d'études scientifiques avec différents intervenants, des médecins, allergologues et puis des scientifiques, des chercheurs. Voilà, pour 2 jours de congrès. Voilà, donc cette année à Nice, 14 et 15 décembre. Ceux qui le veulent sont les bienvenus. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup.